qu'on est blanc, qu'on a toujours parlé français, qu'on ne se questionne pas sur son identité. Le Québec se questionne particulièrement parce que, de par sa langue, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même un noyau dur francophone dans une mare anglophone, et en plus de ça, donc c'est la culture hybride, justement entre anglo-saxon et latin. Tout cela mêlé à une certaine facilité à vouloir accommoder l'autre afin d'éviter les chicanes et les accusations de racisme. Donc tout ça permet à un certain pan de la population immigrante de prendre énormément de place, de faire des revendications et de faire des demandes qui sont à mes yeux totalement aberrantes. À partir de ce moment-là, je vais reprendre justement ce que disait M. Rocher, c'est que la laïcité reste le meilleur moyen pour respecter les libertés de chacun. On reste encore sur un truc de base, on est égaux, quelle que soit ta religion, quelles que soient tes croyances, ben on a les mêmes droits. Donc laïque. Il serait temps, je pense, que la société québécoise n'ait pas peur de ces demandes ne respectent pas les valeurs québécoises, ben, on ne la traite pas. Ça s'arrête là. C'est pas du racisme, c'est du bon sens. La laïcité, ça n'est pas de l'intolérance. Et personnellement, je me fiche totalement de connaître votre nom, votre famille ou votre couleur de peau pour tenir compte de votre demande. Je vais prendre une illustration. Quand une violence est faite à une femme, qu'elle s'appelle Padma, Manon, Kenza ou Tukata, on s'en fout totalement, c'est de la violence et ça ne doit pas se reproduire. Point à la ligne, c'est non négociable. Surtout dans une société féministe comme ici, on ne va pas repenser à deux fois. Tandis que s'il y a par exemple, je vais prendre un exemple typique qui m'est arrivé de voir ça à Parc Extension, quand j'y travaillais à une époque, il y a un enfant qui se faisait maltraiter dans une famille marocaine. Et je suis marocain, donc on ne dira pas que je fais attention à mon pays d'origine et tout. Non, justement, c'est un très bon exemple. Dans la famille marocaine, il y avait de la violence par rapport aux gamins. Et en fait, on disait que c'est culturel. Que ces gamins, s'ils se faisaient taper, c'est normal, parce qu'au Maroc, on a tendance à utiliser la strap ou le poing pour éduquer les gamins. Sauf que si jamais cette situation-là arrivait dans une famille Tremblay ou Bolduc, là, on appellerait la DPJ. Donc là, on en arrive à un point où on parle de relativisme culturel, qui pour moi est gravissime, et c'est ce qui en fait est une des causes des dérives, justement, qu'est en train de voir le Québec. Et je dirais même jusqu'à dire que les médias y sont pour beaucoup. Entre autres par rapport au traitement des informations. Si par exemple, il y a je vais prendre un exemple qui est... Bon, c'est pas au Québec, mais bon, c'est en Ontario. C'est juste à côté, on me dira, mais ça a été traité par des médias québécois. C'est 3 femmes qui ont été, entre guillemets... qui ont été victimes d'un crime d'honneur parce que la voiture a comme par hasard glissé au bord d'un lac. C'est un meurtre. Les femmes auraient été québécoises, on aurait parlé d'un meurtre. Non, elles sont iraniennes, on parle d'un crime d'honneur. Donc le traitement de communication, même de cet acte, n'est pas le même. Donc ça ne donne pas automatiquement la même valeur. Il ne faut pas avoir peur d'appeler un chat un chat. Et il y a aussi toute la notion du domaine privé versus le domaine public. Tout le scandale des accommodements raisonnables, quand entre autres on parlait de la cabane à sucre louée par des musulmans où ils ne voulaient pas de porc, ça ne nous concerne pas. C'est un contexte privé, dans le sens où ce sont des gens qui ont loué un espace et qui ont demandé à ne pas avoir de porc. Donc je ne vois même pas où est le scandale là-dedans. C'est comme si moi j'arrivais, je dis je veux une cabane à sucre, mais ça va être végétarien. Il n'y a pas de scandale si c'est végétarien, mais non, parce qu'on est musulman, qu'on a une grosse barbe, non, ça passe pas. Donc c'est ça aussi toute la chose que je veux remettre en question, c'est que les médias jouent énormément sur cette crainte et cette mise en scène en fait des accommodements raisonnables. J'irais donc à dire justement qu'il serait important que la polémique cesse à ce niveau-là et qu'en fait on essaie tous d'aller dans le même sens parce que le sensationnalisme ne résoudra rien. Il fera au contraire, je pense, qu'aggraver les situations. Ma troisième question, je vais vous la poser mais je ne vais pas y répondre. Pour la simple et bonne raison que je vais vous donner un exercice, vous allez faire ça à la maison tranquille, en parler avec votre voisine, avec votre voisin, avec vos enfants, votre blonde, votre chum, je ne sais pas, vous décidez. Mais la question que je vous pose, elle est très courte et très simple, c'est à partir de quand est-ce que l'on n'est plus immigrant ? À partir de quand est-ce qu'on ne s'appelle plus immigrant ? Est-ce que... Donc, quand on vient d'ailleurs, est-ce qu'on reste immigrant toute sa vie ou est-ce qu'on devrait parler de là où on habite comme de chez nous ? Je prendrai une illustration très simple, ça m'est arrivé la semaine dernière au travail. J'étais en train de parler du budget Charest, bon ça c'est un autre dossier, on n'en parle pas, qui est sorti, enfin bref, gros débat à table et tout ça. Et moi je me retrouve à dire à un de mes collègues, ça n'a pas de bon sens que ça se passe comme ça chez nous. Texto, c'est sorti direct comme ça. Je peux parler québécois aussi. Fait que là, il me regarde et me dit, mais comment ça chez nous ? Chez nous, chez moi, non ? Et là, je dis, là, si j'ai mon passeport canadien, c'est un fait, mais je m'implique vachement au Québec, donc je considère que c'est chez moi. Et ça lui a quand même pris une bonne minute avant de réaliser que oui, j'étais autant québécois que lui.
Et c'est pas parce que j'ai une gueule comme la mienne et que j'ai pas une tête à m'appeler Régent Tremblay que je suis pas québécois. N'est-ce pas? Je veux juste conclure avec ça, c'est qu'en fait, je vous rappelle qu'on est quand même dans une situation un peu folle, parce que ça vous demande un arabe homosexuel, ex-musulman, agnostique, pour pouvoir parler du dossier de l'immigration sur un ton humoristique, sans avoir peur de se faire traiter de xénophobe. Moi, je trouve ça fort. Je trouve ça fort. Donc... Mais, il y a un mais. Ça aurait été trop cute. Par contre, sous prétexte que justement je suis cette méga minorité, je veux dire avoir toutes les tares possibles et imaginables, je pourrais donc moi me permettre de dire toutes les plus grosses inepties et bêtises possibles et imaginables, et on n'osera pas me faire taire de peur, de me dire ah non, toi là, si tu parles là, c'est faux. Fait que moi, je vais grosso modo, je profite de cette aura. On ne peut pas m'accuser de racisme parce que j'ai le pire truc. Donc, et c'est ça aussi qu'il ne faut pas oublier. C'est pas parce que je suis arabe que je ne peux pas dire des conneries. Hein, voilà. Donc, je conclue rapidement, juste pour dire que seul un processus d'intégration foncièrement laïque en fait, et égalitaire permettra au Québec d'évoluer adéquatement, véritablement. D'une part, en s'enrichissant donc justement de ce qu'apportent les nouveaux arrivants, et de l'autre, en inculquant aux nouveaux arrivants ce qui est les véritables valeurs du Québec. Donc il serait temps de les descendre un peu de leur piédestal abstrait et de les descendre un peu au quotidien dans la rue, parce que c'est là où ça se passe, c'est dans la rue. Donc je ne pense pas que notre couleur de peau, notre pays d'origine doit avoir un effet quelconque sur les responsabilités ou les droits que nous donne le Québec. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Toufik, pour ce vent de fraîcheur. C'est très rafraîchissant d'entendre ça. Et notre prochaine conférencière, Maître Julie Latour. Maître Latour a été bâtonnière au barreau de Montréal tout récemment. Je pense que c'est l'année dernière ou il y a 2 ans au maximum. Actuellement, elle est avocate et vice-présidente aux affaires juridiques chez l'Auto-Québec et également les filiales de l'Auto-Québec. Alors, j'inviterai Maître Latour à venir nous exposer son point de vue sur le sujet qui nous intéresse. Merci. Bonsoir, je m'adresse à vous avec grand plaisir et je vous remercie pour votre présence qui témoigne de votre intérêt pour un sujet, la laïcité, qui pose vraiment la question de quel Québec voulons-nous pour demain? Je suis également honorée de partager cette tribune avec M. Guy Rocher, que j'admire depuis le jeune âge et dont la contribution au Québec est tangible, tant au plan de ses écrits théoriques que par son engagement concret, notamment à titre de sous-ministre lors de l'instauration de la Charte de la langue française. Et en plus, je dois dire que je le trouve très charmant. Quant à Djamila Benhabib, Djamila, c'est le respect et l'amitié que j'ai pour elle. Elle a quitté l'Algérie, son pays natal, dans les circonstances tragiques qui ont été évoquées plus tôt. Elle aurait pu choisir de s'installer ici et de vivre dans la quiétude à Gatineau, en compagnie de sa magnifique fille Frida. Elle a choisi de s'engager, de prendre la parole pour le Québec entier. Je l'en remercie. Et j'aime beaucoup l'approche de Toufik qui, par le biais de son art, transcende cette question et qui amène l'humour et le bon sens aussi dans cette question où le bon sens est... Alors, pour ma part, mon sujet, c'est vraiment le nerf de la guerre en ce qui concerne l'instauration de la laïcité, c'est-à-dire le volet juridique et qui, pour l'instant, sert de refuge à l'immobilisme actuel. Et or,
contrairement au fatalisme qui prévaut, une analyse en droit de la jurisprudence et des outils démontre que l'on peut passer d'une laïcité factuelle à une laïcité officielle. Alors, la valeur de...